Un pas, une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racines, c'est un peu solitaire, c'est un éclat de verre, c'est la vie, le soleil. Dans l'actualité du jardin, les plantes dont va vous parler Philippe Collignon ressemblent a priori à toutes les plantes. Oui mais non. Elles ressemblent, mais elles poussent dans l'eau, elles ne poussent pas dans la terre. Mais qu'est-ce qu'elles font, ces pauvres plantes-là? Vous les sortez d'où? Elles sont déjà extraterrestres, c'est-à-dire qu'elles ne poussent pas dans un terreau, une terre classique. Elles poussent dans des billes d'argile. Ce sont des petites billes, voilà, qui sont vraiment imputrescibles, que l'on voit ici, et avec de l'eau et une solution nutritive. Ah, ça, c'est autre chose. Voilà. Donc, l'origine, elles viennent effectivement de la terre. On a bien lavé les racines. On a débarrassé les racines de toute traces et particules de terre. Et elles vont pousser dans ces billes d'argile. C'est quoi l'intérêt de ces plantes dans ces billes d'argile? L'intérêt, c'est, si on n'a pas la main verte, eh bien, on va la découvrir très facilement, parce que ce sont des plantes très faciles. Et ce sont des plantes connues, ou elles sont connues parce qu'elles ont toujours vécu comme ça, ou c'est vous qui les avez adaptées? Ce sont des plantes connues, qui sont connues en pleine terre. Mais alors vous leur changez leur vie, ces on pauvres leur plantes, change leur vie, mais on leur améliore leur vie. Elles vivent dans la terre, elles sont nées dans la terre. Oui, mais lorsqu'elles... Et vous leur mettez les pieds dans l'eau. Oui, mais quand elles passent dans nos mains, elles meurent. Là, elles vont durer longtemps, parce que l'eau est adaptée, l'engrais est adapté, donc on a, une fois par mois, on rajoute de l'eau, c'est tout ce qu'on a à faire. Rien d'autre, on ne sait pas, parfois il faut arroser tous les 15 jours, toutes les 3 semaines, tous les 2 jours. Là, on n'a pas besoin de se poser de questions. Elles puisent l'eau dont elles ont besoin, que ce soit un cactus ou un ficus. Elles ont l'engrais à leur portée racinaire, et surtout, elles sont beaucoup plus en forme qu'une plante. C'est-à-dire que vous avez une plante qui est vraiment en pleine forme, qui attrape moins de parasites et de maladies. Alors comment ça... Alors pourquoi on fait pas ça pour toutes les autres? Alors, en c'est tellement Allemagne, bien. en Suisse, dans le nord de l'Europe, on fait ça. En France, pas encore vraiment, Pourquoi? mais ça arrive. Parce que c'est pas dans notre culture. Nous, on aime bien mettre les mains dans la terre. Eh bien, les Européens du Nord, non. Eh bien, il faut que ça change. Oui, il faut que ça change. Ouais, quoi. L'hydroculture est une méthode qui permet de cultiver les plantes sans terre, uniquement dans de l'eau à laquelle seront rajoutés des engrais liquides adaptés. Une méthode fortement conseillée pour les amoureux des plantes d'intérieur qui n'ont pas la main verte. Il faut savoir que les plantes n'ont pas forcément besoin de terre pour pousser. Elles peuvent pousser essentiellement grâce au soleil, aux nutriments. Et l'hydroculture permet de s'affranchir de tout ce qui est terre. Les origines de production de ces plantes sans terre se trouvent en Hollande. Au départ, leur croissance s'est passée dans un terreau traditionnel, mais voilà le secret. Les plantes sont dépotées, débarrassées de leur terre d'origine. Il ne doit rester aucun petit morceau de terre. Le végétal est ensuite replanté dans un contenant rempli de billes d'argile. Il faut tasser plusieurs fois avant le rempotage définitif. La plante reste ensuite en observation de nombreuses semaines pour se refaire une nouvelle santé avant d'être vendue. Tout le secret repose sur la bille d'argile. La bille d'argile est parfaitement neutre, donc pas de salissure, évidemment pas d'odeur, pas de champignons à la base de la terre, donc pas de pourrissement. Et gros avantage, tout ce qui concerne les cliniques, hôpitaux, les lieux de vie, les cantines, l'hydroculture apporte un vrai plus. Les avantages sont nombreux, la plante est plus légère, moins malade car on contrôle l'arrosage et les apports d'engrais plus précisément. Réaliser une composition végétale est assez simple. Prenez un contenant étanche, fixez la jauge qui contrôle le niveau d'eau, positionnez vos plantes esthétiquement sans les retirer de leur pot d'origine, la reprise serait compromise. Remplir ensuite de billes d'argile et apporter les engrais spécifiques à l'eau, arroser. Un des grands avantages aussi de ce genre de composition, c'est surtout moins de rempotage. On sait qu'une plante en terre, au fur et à mesure, les racines vont se développer, donc le pot de culture va devenir inadapté. Il va donc falloir changer de pot de culture. Cette nécessité n'apparaît pas dans le cas de l'hydroculture. C'est quoi l'intérêt pour la plante? L'intérêt pour la plante en elle-même est double. D'abord, il y aura une croissance qui sera mieux maîtrisée. Et ça, c'est très important. Deuxièmement, pour tout ce qui concerne la taille, ça sera facilité. Tous les contenants étanches sont compatibles, sauf ceux en fer qui sont déconseillés avec les engrais. Les plantes les mieux adaptées sont les boutures enracinées dans l'eau ou déjà cultivées sous cette méthode. Le seul inconvénient, c'est peut-être moins de choix que la méthode traditionnelle. Ah oui, moins de choix, c'est ça que vous avez dit? Un peu moins de choix, un peu plus cher, 10 à 15% plus cher qu'une plante en pleine terre, mais une tenue
Et il y a combien d'espèces différentes Là, on peut trouver à peu près une centaine d'espèces. Oui, moins de choix. On a 500, moins de choix. Même les orchidées, on pousse dans ce genre de système. C'est vraiment efficace. I'm susceptible to stars in the sky. I'm incurably romantic. If they're told to me Non, si la question est-ce que Yves Montand a fait anglais première langue, la réponse est non. Pas du tout. Mais il avait un bon professeur, hein, Marilyn Monroe, excellent professeur. Bon, alors, c'est un anniversaire, 25 ans. C'est un couturier qui a eu peut-être cette idée. C'est lui qui a eu l'idée ou pas? C'est lui qui a eu l'idée, vraiment voulu un petit peu changer les choses. Philippe disait qu'on n'a pas l'habitude d'imaginer que les plantes ne poussent pas dans la terre. Eh bien, nous, il y a un domaine en beauté, c'est dans le parfum, c'est pour le parfum. On ne veut absolument pas, on freine en France à cette idée que dans le parfum, il y a des notes synthétiques. Ben oui, on veut toujours voir des extraits de plantes très naturelles, on va à Grasse et puis on regarde. Et voilà. Pourtant, l'un des plus grands parfums d'une grande dame française a démarré sur la base au 5e numéro de fait d'une note synthétique. C'est synthétique, ça? Et voilà, c'était avec une molécule, l'aldéhyde, qui était vraiment étonnante. Eh bien, ce couturier, que je vais nommer une fois, qui s'appelle Thierry Mugler, lui, il est parti sur une note synthétique qui s'appelle l'éthylmaltol. Alors, à quoi ça sert l'éthylmaltol? Ça sert à refaire, synthétique, à refaire l'odeur du caramel, de la praline. Presque l'odeur de cette barre de caramel industriel enrobée. C'était ça, cette odeur. Et pourquoi c'est intéressant de faire du synthétique sucré? C'est-à-dire qu'il a été voir le chimiste, il a entendu c'est mon enfance, voilà, je veux ça. Je veux ça. Et je veux un parfum, voilà, vous l'avez dit, le sucré, c'est la nostalgie. C'est l'enfance, c'est une forme d'addiction. Il y a même un professeur de neurosciences qui dit qu'on est génétiquement programmé pour aimer le sucré. Parce que le sucré, ça touche les endorphines et ça nous calme. Bref, tout ça a fait mixé dans son cerveau, à ce grand couturier, il y a 25 ans. Il a été le premier, dans une époque où on était très dans des notes marines, dans des notes très fraîches, le premier à se lancer dans sucré façon C'était très gonflé à l'époque, parce qu'il ne savait pas si ça allait marcher ou pas. Voilà, une idée inspirée peut-être par les anges, qui sait, regardez. Thierry Mugler va complètement étonner et rompre ce qui était fait en parfum à l'époque, puisqu'il va amener un parfum gourmand sur la base d'une molécule qui s'appelle l'éthylmaltol, nouvelle en parfumerie, et il va traiter la gourmandise dans toute la structure du parfum, accompagné, enrobé de vanille et de très belles matières premières qui en fait un parfum de qualité et qui, je pense, assure son succès aujourd'hui. Cette senteur qui a inspiré Thierry Mugler au départ, c'était avant tout une odeur de caramel, de barbe à papa, je dirais de fête foraine. À la création de ce parfum, le parfumeur, Olivier Crespe, bien évidemment aidé par Thierry Mugler et Vera Struby, est allé faire le tour des gourmandises et friandises pour les ramener, sentir chacune d'entre elles et essayer de trouver celle qui rappelait le plus l'enfance de Thierry Mugler. Et c'est vrai que c'était la première fois qu'on pouvait imaginer un parfum on sentait une personne qu'on allait déguster, qu'on allait aimer. Voilà, donc c'était vraiment extrêmement audacieux à l'époque. Deuxième point important, c'est un flacon en forme d'étoile, un flacon jamais vu qui lui-même raconte une histoire, puisque par nature, l'étoile, on a tous une bonne étoile, c'est un symbole universel, extrêmement positif. Associer cette couleur bleue, donc associant le chaud du parfum, le froid des angles du flacon, et également cette couleur bleue qui est la couleur de l'immensité. Au départ, on imaginait un flacon dans les codes de la parfumerie et Thierry tenait absolument un symbole extrêmement fort. Donc il est arrivé avec cette proposition d'étoile. Et pendant 2 ans, 3 ans, on a rencontré des verriers qui tous, les uns après les autres, nous ont dit c'est impossible, c'est impossible, c'est impossible. Quand on est arrivé à le faire, le prix de ce flacon était extrêmement élevé, qui rendait quasiment impossible de lancer ce produit sur le marché. On est arrivé avec l'idée d'avoir un flacon qui est tellement beau, donc qu'il se conserve, qu'il se garde. Chaque femme garde sa bonne étoile d'une certaine manière. Chaque pièce est unique, artisanale. Et donc du coup, eh bien, on est arrivé avec une idée de source, comme à l'origine du parfum, mais en réinventant la source à parfum. Et chaque femme peut venir ressourcer de manière éternelle son flacon. « 25 ans après, c'est une immense fierté de voir finalement que d'un parfum qui était une idée assez iconoclaste, on a rencontré beaucoup de gens qui nous ont dit non au départ, non, on ne croit pas à ce produit, non, on ne croit pas à ce parfum. Et 25 ans après, c'est devenu un mythe de la parfumerie.
c'est devenu un parfum qui a aussi engendré beaucoup d'autres créations olfactives gourmandes, qui a créé une vraie famille. Et aujourd'hui, on dénombre plus de 400 parfums gourmands dans le monde. Sur les 10 parfums les plus vendus en France, eh bien 7 parfums sont des parfums gourmands. Donc on en est bien évidemment très fiers. Voilà pour cet anniversaire, c'était révolutionnaire à tout point de vue parce que le flacon n'était pas banal non plus. C'est tout le cocktail, le flacon qui a été impossible à faire et finalement quelqu'un a su relever le défi et puis la communication autour parce que c'est ça aussi beaucoup le parfum. C'était très bizarre à l'époque, je me souviens. C'était très étonnant, très étrange. Cette un peu femme, entêtant. Une femme qui est arrivée en Égérie après, très étrange aussi. Avec des cheveux blonds, non? Voilà, venant un petit peu d'ailleurs. Et puis le lien avec les consommatrices, celles qui sont devenues addictes à ce parfum, c'est ce que raconte aussi Sandrine Grolier. C'est qu'il y a un lien particulier. Donc ça a été toute une école, et c'est une école en quelque sorte qu'on peut saluer. Mais est-ce que d'autres l'ont imité? Ce que précise Sandrine Grolier, c'est que sur 10 parfums maintenant qui sont dans les meilleures ventes, 7 sont dans ces notes sucrées et courent derrière cette façon de parler aux gens. Je crois que c'était une génération de femmes qui avait aimé ça, mais les jeunes non. Je pense que la génération d'après, elle est née dans ces effluves-là, donc voilà, ça va donner encore d'autres petits. Viens à la maison, il y a le printemps qui chante. Viens à la maison, tous les oiseaux. Viens à la maison, oui. viens à la maison. Oui. Alors c'est un rendez-vous qui est artistique, ça concerne les puces de Saint-Ouen. Et Mélanie Griffon, vous avez suivi ça de près. En quoi c'est original là? C'est original, ça se passe au marché Dauphine des puces de Saint-Ouen. Et en fait, ce marché, qui est l'un des marchés les plus diversifiés des puces d'ailleurs, on trouve vraiment de tout. Quand on se balade sur les stands, on peut passer du mobilier 18e à l'art contemporain, en passant par de la mode, du cinéma, etc. Il faut le savoir, c'est que mais là, il faut trouver une idée. Oui, voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, voilà, les marchés, de plus en plus, aux puces de Saint-Ouen, organisent ce type tout un tas d'événements. Et le marché Dauphine est très actif et dynamique dans ce type d'événements. Et là, en ce beau printemps, eh bien, il organise les printemps de Dauphine. Alors, le principe, c'est quoi? C'est que chaque marchand invite et reçoit dans son stand un artiste de son choix. Voilà. Nous y voilà. Voilà pourquoi vous posez la question. Voilà la réponse. Donc ça peut être un artiste d'un autre temps à qui on a envie de rendre hommage, ça peut être un artiste contemporain, ça peut être un artisan d'art. Et tout cela donne lieu à de très belles expositions. Regardez, en voici un petit aperçu. Je suis Rose Saneuil. Ma technique, mon savoir-faire, c'est de la marqueterie. Et je suis aujourd'hui l'invitée de Sophie et Georges. Dans le travail de la marqueterie, on part toujours d'un dessin. Ensuite, je vais préparer mes matières, les découper et les assembler sur tout type de support. Donc sur des tableaux, des coffrets, des cadrans de montres, et puis des bijoux, etc. Mon originalité, c'est vraiment le mélange des matières. Le bois, la nacre, le métal, toutes sortes de cuir, la paille, le parchemin, le galuchat. La pièce que je présente s'appelle De l'ombre à la lumière. C'est un triptyque qui représente une forêt qui est un fort symbole pour moi puisque je l'ai préparé pour ma première grande expo au Carrousel du Louvre. Je suis donc passée de l'ombre à la lumière. C'est ce qu'exprime ce triptyque. À l'occasion du printemps de Dauphine, le marché nous a appelés pour investir la salle d'exposition et nous demander d'exposer une vingtaine de pièces de nos artisans créateurs. On est le premier site de devis en ligne dédié à la décoration d'intérieur sur mesure. Le principe, c'est de faciliter la commande de mobilier sur mesure auprès d'un réseau d'artisans dans toute la France, les artisans d'art. Cette expo, elle est destinée à montrer ces œuvres qui sortent jamais des ateliers. Alors, il y a par exemple cette pièce de Mathieu Esclassan qui, à l'origine, il a voulu créer une table basse. Et puis, c'est quelqu'un qui est très créatif et qui donc a entouré de tissus d'ameublement et qui a commencé à tisser du fil en y amenant une vraie dimension presque spirituelle. Et quand il nous a apporté la pièce, il nous a dit non, finalement, c'est une sculpture. Voilà. On a choisi pour les printemps de Dauphine d'accueillir Christine et Jacques Rouvière qui ont pris le parti de créer des sculptures, des luminaires et du mobilier fortement inspirés par la nature.
J'ai vraiment eu un coup de cœur pour leur inspiration qui me touche personnellement énormément. Et aussi cette sensibilité d'utiliser le bronze, qui est une matière plutôt brute et forte, avec des lignes assez pures et assez délicates. Et c'est le contraste des deux qui m'a vraiment touchée. On ressent vraiment leur goût pour le naturalisme dans leur choix de création, en particulier le chou. C'est une patine que je trouve très réussie et on devine les veines, la feuille telle qu'on la voit dans la nature. Et également cette table roseau, comme ça, avec des petits entrelacs de roseau que je trouve à la fois délicates, et le choix du marbre aussi, je trouve super. Alors dans les suspensions, effectivement, il y a un côté très brut. La chaîne qui est assez forte et assez imposante, avec la pierre de sélénite qui a une certaine transparence, et ce qui donne un petit peu ce air un peu fantomatique, et c'est très réussi. Voilà, je vous l'avais dit que c'était original. Donc dans chaque stand de ce marché-là, il y a un artiste invité. Voilà. C'est pas banal, ça. Non, c'est pas banal. Et ce qui est super bien, c'est que le marché Dauphine va continuer à jouer sur cette idée de binôme, vraiment un binôme entre un marchand et un autre artiste ou un autre artiste. Et toujours dans cette idée de créer des binômes, et ben, au mois de juin prochain, du 8 au 12 juin, il y a les étés gourmands de Dauphine, où là, ils vont associer un marchand à un producteur. Alors ça peut être un producteur d'huîtres, de miel, de fleurs, de fruits, de n'importe quoi. Voilà, donc le printemps de Dauphine et puis ensuite les étés gourmands de Dauphine. Voilà. Avec Monsieur Robden. En quoi savons-nous que nous sommes le samedi? Monsieur Robden, le samedi, porte un pullover. C'est ça la différence. Et il aime bien jouer. Et oui, il joue à quoi aujourd'hui? Souvent, on fait un qui a dit quoi. Qui a dit quoi? Là, on va innover, on va tenter le c'est qui lui. C'est qui lui? Alors, le principe, c'est très simple, William. Vous avez un ou une inconnue, vous avez la photo, mais c'est un ou une de ces inconnus qui compte parce qu'il joue un rôle en coulisses ou alors parce qu'on leur promet un bel avenir. Vous allez voir, c'est très facile. Le premier, c'est qui lui, c'est plutôt un c'est qui elle. On va peut-être appeler ça d'ailleurs c'est qui ça. Alors, c'est qui ça? Cette personne joue un rôle politique. Ah, bah, c'est marqué derrière. Oui, mais c'est vrai. Alors, elle a révolutionné la communication de Mélenchon, c'est écrit derrière. Sa directrice de la communication? Non. Oui, en quelque sorte, mais elle a fait quelque chose de particulier qui, à mon avis, va faire recette. Elle s'appelle Sofia Chikirou. Et elle a inventé quelque chose? Oui, un principe, un truc qui permet à Mélenchon d'être un peu partout. Ah oui, l'hologramme. L'hologramme, exactement. C'est elle qui a transformé l'idée farfelue d'un meeting en 2 endroits distincts par une prouesse technologique. Vous savez que le Premier ministre indien, c'est lui qui a inauguré ce système-là dans sa campagne. Vous me l'apprenez. Celui qui est actuellement Premier ministre. Oui. Eh bien, très bien. Et je me demande s'il s'est pas inspiré de ça. En tout cas, ça a été bien adapté. Ouais, d'accord. Et ça a permis c'est elle qui a Mélenchon, c'est elle qui lui a dit Jean-Luc, il faut que tu fasses ça. Il a dit tu crois? Oui. Et puis du coup, il a pu faire un meeting à la fois à Lyon et à Aubervilliers. Sofia Chikirou, nous dit l'Express, est en osmose avec Jean-Luc Mélenchon. C'est elle aussi qui l'aurait convaincu d'être un peu plus drôle, un peu plus cool et un peu moins agressif. D'accord. C'est qui lui? L'étonnant confident. Alors c'est dans Le Point, il s'appelle Maître Sureau, il est avocat, il est écrivain, il est poète. Et alors c'est l'étonnant confident, mais de qui? D'un candidat. Celui qui est sur la gauche, là? Oui. C'est pas trop difficile. C'est semé d'indices. C'est effectivement le confident de François Fillon. On le découvre dans le Point cette semaine. Alors son champ d'action se cantonnerait à la stratégie de défense pénale, uniquement pénale, de François Fillon. Et alors pourquoi l'étonnant confident? Parce que Le Point donne un exemple. François Fillon entretient des rapports, on va dire, un peu tièdes avec les demandeurs d'asile. Et François Sureau, lui, c'est le type d'homme à jouer dans une opérette d'Offenbach gratuitement devant des réfugiés pour les distraire. Ouais, il a fait ça. Il est avocat, vous dites? Il est avocat, d'accord. Absolument. C'est qui, lui? Alors, il s'appelle Presley, beau gosse. Il vient de recevoir le prix du mannequin émergent de l'année à Los Angeles. C'est le fils d'eux. C'est le fils d'eux. Il faut trouver maman. Alors, si vous voulez trouver l'identité de maman, regardez, c'est sa sœur. Et la sœur, Katia, qui a 15 ans, ressemble à maman, je trouve. Oui. Comment elle s'appelle, ce mannequin? C'est ça, mannequin, non? Cindy Crawford. Gagné. Oh là là. Voilà, il a 17 ans et il marche sur les traces de maman. Vous ferez sa découverte dans Paris Match. C'est qui, elle? Elle a 21 ans, c'est la top modèle la plus en vue du moment. Elle est trilingue, anglais, langue maternelle, français, italien, et elle a 2 cousins ultra célèbres. Elle s'appelle Amélia.
Je vous donne pas son nom de famille, c'est trop facile du coup. 2 cousins français? Non. Italien. Anglais. Ultra célèbre. Il y a un roux parmi les deux. Oui. Le prince oui. Harry. Elle s'appelle Amelia Windsor, c'est la cousine de William et de Harry. Elle s'appelle juste Windsor? Oui, c'est son petit nom. Comment vous appelez? Windsor. Mais Windsor comme... Amelia Windsor. Oui, comme oui. Voilà. Elle est étudiante à l'université d'Hambourg. C'était rigolo, ce truc-là. Et elle est étudiante en histoire de l'art et elle veut faire ses stages à Rome et aussi à Paris. Donc, ah oui. Si ça intéresse certains d'entre vous. Attention, il y a l'habitude, c'est un train de vie à respecter. Je ne suis pas sûr qu'on puisse la payer 400 €. Oula, oui. Bon, Théorie, c'était bien? Oui. Bon, revenez tout à l'heure si vous voulez bien. Il avait des biceps comme ça, un déhanchement et une allure impressionnante. Il avait un thorax comme ça. Bref, on peut dire que c'était un type. Ah oui, il avait un thorax comme ça. Quand vous allez voir celui que Julie Ferrez a invité, comme on le fait assez régulièrement, c'est de prendre un champion, olympique ou pas, un champion quelconque, et de lui dire comment vous faites pour vous entraîner, vous travaillez comment, et pour travailler quel muscle. Alors là, il s'agit de qui? Alors, j'ai eu la chance d'avoir Pierre Ouin, qui est un rameur français international. Et donc, lui, il fait de l'aviron. Il est champion olympique avec son binôme Rémi Azou. Là, c'était à Rio. Mais c'est des monstres de muscles. Ce sont des statues grecques. Ils sont magnifiques. Et donc, il a 22 ans. Il s'entraîne au club de Toul, près de Nancy. Il a commencé l'aviron, il avait 10 ans. Il fait en parallèle les études de commerce. Et il faut savoir que pour l'aviron, on s'entraîne quand même tous les jours. Et c'est presque 6 heures d'entraînement par jour. Ah bon? Et peu importe le temps, ils sont dehors et ils rament. Et ils rament. Et c'est assez impressionnant. Alors, je vais demander quels étaient ces exercices. Qu'est-ce qu'il fait d'autre dans la vie? Non, rien d'autre. Il rame 6 heures par jour. Bon, par contre, c'est juste magnifique. Et puis, c'est un mental d'acier. Et puis, il est champion olympique. Et champion olympique. Alors, lui, il était champion du monde élite en 2015 et puis vainqueur du circuit Coupe du Monde en 2016 et médaillé olympique. Vous allez voir, exercice pour travailler l'ensemble du corps. On a besoin d'un kettlebell. C'est assez facile. Il faut rappeler ce que c'est peut-être pour... C'est un poids. Oui. Nous, on a pris 4-6 kilos. Alors, un kettlebell, voilà, c'est ça. C'est une grosse cloche, en fait. C'est comme comment ça s'appelle, un poids pour le lancement du poids. Voilà. Oui, voilà. Puis on lui a mis avec des une oreilles. petite anse. Vous allez voir, c'est facile à faire. Je compte sur vous. Oh là. Bonjour Pierre. Bonjour Julie. Merci beaucoup de m'avoir rejoint. Merci à toi. Alors, tu vas me montrer 2 exercices de ta préparation physique. Tout à fait, oui. Lesquels? Alors, c'est les exercices qu'on utilise dans la préparation physique de l'aviron. On va essayer de travailler le plus de muscles possible en alliant un petit peu de cardio. Pour commencer, on va travailler avec les kettlebells. Ok. Donc, on va se situer bien en face du kettlebell, les pieds parallèles, descendre pour aller le chercher avec le dos bien gainé. Et on va le lever le plus haut possible. Tu inspires à la descente et tu souffles à la remontée, c'est ça? C'est ça. En allant toucher le kettlebell au sol et en essayant de mettre du rythme. Alors, toi, habituellement, tu prends combien de kilos? Habituellement, on fait des séries d'une trentaine avec 20 kilos. Ah oui, bon. Nous, on n'est pas Pierre, hein, pas champion. Donc, on va rester entre 4 kilos et puis jusqu'à 8 ou 10 kilos. Et on va faire 10 répétitions, ce sera déjà pas mal. Ouais. Allez, on est parti? C'est parti. On descend, le dos bien droit et on souffle, on remonte. On a le dos bien droit, on souffle à la remontée. C'est vrai, quand on descend, on sent bien son niveau des fessiers. Hein. C'est que c'est bien réalisé. Ok, et on relâche. Ok, super, j'ai bien senti. Partout. Et alors, le deuxième exercice? Alors, le deuxième, ça va être un peu plus postural. Donc, on va travailler sur le sol, on va s'asseoir. Ok. Et ce sera des abdominaux. Alors, on va se servir du poids. C'est vrai que quand on rame, c'est beaucoup les abdos. Tout à fait, oui. Donc, du coup, c'est important d'avoir un tronc solide. Donc, on travaille les abdominaux, notamment les obliques. Donc, voilà, on va se positionner comme ça, avec les jambes en face de soi. Et on va essayer d'aller toucher le côté. Et de revenir. Voilà. L'autre. Toi, tu fais combien de répétitions à l'entraînement? Là, sur cet exercice-là, on en fait une 50aine, avec entre 10 et 20 kilos. Bon. Eh bien, nous, on va se contenter de 10 à 15 répétitions. Hein, et on va être entre 4
et 10 kilos, parce que c'est vrai qu'on sent bien les obliques, les sûr. bras aussi. Et une fois que vous avez terminé, vous prenez le temps de relâcher. Alors Pierre, toi tu fais combien de séries sur ces exercices? Alors ces séries, pour nous, elles viennent s'incruster au cœur d'un circuit de musculation et on en fait 3. D'accord, donc on fait 3 séries de 10 à 15 répétitions sur le premier exercice et puis sur le deuxième au sol pour les abdos. Et je vous assure que vous aurez le même corps aussi parfait que celui de Pierre. Merci beaucoup. Merci à vous. Une machine. Mais en plus, on regardait son corps, mais il est tout mince. Tout mince, mais il n'y a pas un pet de gras, William. Alors ça, c'est les 2 exercices qu'il faut faire. Il a des bras, il ne faut pas l'embêter. En même temps, ça rame. Très important, il participe le 14, 15 et 16 avril prochain à Casaubon, donc en Occitanie, près de Auch. C'est le rendez-vous le plus important pour les rameurs français. Et il va savoir s'il est sélectionné pour faire les compétitions internationales. Donc on croise les doigts pour lui. Pierre... Mais là, il s'est bien entraîné. Ah, mais il est bien, le poids qu'il avait, là, fait combien? C'est ridicule, c'était 6 kilos pour 6-8 kilos. Oui, lui, il fait... 20 kilos, lui, il prend 20 kilos. Au-dessus de la tête, comme ça? Oui. Et 20 kilos de part et d'autre, comme ça aussi? Oui. Parce que là, tout le travail, c'est les abdos. C'est les abdos, le dos. C'est le travail le plus important pour l'aviron. Mais nous, on reste à 4 et 6 kilos, ça nous va. Pourquoi je vous parle du marathon? Il fallait bien un prétexte pour vous faire un menu sportif. Donc, dans les jours qui ont précédé, on avait fait quoi déjà hier? Alors, on a commencé hier par une salade de quinoa avec du tofu. Bon, j'ai bien vu, je vous ai vu tordre le nez. C'est pas votre truc forcément, Non, le mais tofu. c'était beaucoup plus appétissant de le voir que de le dire. Mais en fait, le quinoa, c'est bien parce Quand que on l'a vu dans le saladier, on s'est dit finalement, c'est pas si mal. pourquoi pas. Voilà. Sur le papier, c'est pas terrible. C'est limite. Bon, aujourd'hui, on va imaginer que vous avez fait votre effort sportif et que vous devez récupérer. Donc, il faut déjà bien réhydrater l'organisme, c'est important. Il y a des boissons de récupération qui sont complètes et faites pour ça. Il faut aussi apporter des protéines au corps pour réparer les muscles. Donc, on va éviter de se jeter sur la viande rouge, plutôt les œufs, le poisson. J'ai évité donc le tofu puisque je vous l'ai proposé jeudi. Aujourd'hui, ce sera du poulet. Et puis, vous avez besoin de féculents. Donc, vous mangerez une bonne salade de pâtes et ensuite je vous propose un wok de poulet aux 3 haricots avec des petites noisettes concassées sur le dessus. C'est parti. C'est pas complet ça à chaque fois. Oui, hein. alors là... Ça va, une fois que vous avez ça, tranquille. Là, vous êtes pas mal. Hein. Un petit dodo et voilà. Alors, des escalopes de poulet, bien sûr, avec des haricots rouges, blancs et des flageolets, des oignons nouveaux, des petites noisettes, de la ciboulette et de l'huile d'olive. Alors, on va commencer par les noisettes. Souvent, lorsque vous les achetez, on a une petite peau qui entoure la noisette. C'est pas très agréable. Donc, dans une poêle, je vais bien les faire chauffer et ensuite, ça me permettra de l'enlever, cette peau. Le poulet, je vais le couper en fines lanières, ce poulet. Et bien sûr, tout à l'heure, on va le faire cuire et revenir. Donc pendant que j'ai coupé mon poulet, les petites noisettes ont bien chauffé, la poêle sans matière grasse. Et avec le torchon, je vais bien les frotter et je vais pouvoir me séparer de la petite peau. Petite astuce de grand-mère. Ensuite, on va récupérer nos noisettes. Ouais. Et on va les concasser avec un couteau. Ça vous fait penser à quelque chose? Si, on faisait ça contre un mur. Comment? On les mettait dans le torchon, on tapait sur le mur. Ah oui, pourquoi pas. Écoutez, toutes les techniques sont... On les cassait comme ça. Ah oui, c'est Et on faisait les deux. La peau tombe et on peut vous les casser. D'accord. Je dis ça comme ça. Hein. Moi, j'ai hâte que ma vous grand-mère, veniez faire une petite session gourmande avec moi. Hein. Je veux voir tout ça. Alors, les oignons nouveaux, le blanc, on le coupe. Le vert, on le coupe aussi. On le mettra en dernier, le vert, pour la petite présentation sur le dessus. Ensuite, on va détailler les haricots, la ciboulette. Donc là, c'est la ciboulette que je vais rajouter également pour la présentation. Et puis maintenant, on va passer à la cuisson. Donc, on a choisi des haricots rouges, des haricots blancs et des flageolets. Avant de les faire cuire, on va bien les rincer, évidemment. Et pour la cuisson, de l'huile d'olive et on va faire revenir le poulet, nos petits oignons, on va saler, on va poivrer et on va ajouter nos haricots. J'ai choisi ça parce que c'est rassasiant. C'est une bonne source de protéines végétales, c'est riche en minéraux, en vitamines, en fibres. Mais attention, c'est pour un régiment de légionnaires qui n'ont pas mangé depuis 3... Vous savez combien ils sont tous les marathoniens? Il faut les nourrir. Attention, si vous faites attention à l'équilibre acido-basique, toutefois c'est plutôt acidifiant. Donc dans ces cas-là, vous prenez des haricots verts, des carottes,
des patates douces. Il faut, si vous voulez, si votre corps est trop acide, eh bien, vous allez avoir de la fatigue chronique, vous allez avoir des troubles du système digestif, vous pouvez avoir des calculs urinaires. Donc, il faut faire attention à cet équilibre-là. Mais quoi, des petits haricots avec du poulet? Oui. Je trouve ça riche, non? Ah ben, riche, non. Nourrissant, certes. Nourrissant, oui, c'est ça. C'est ce que je voulais dire. Entendons-nous bien. Nourrissant. Donc, jeudi, je vous ai proposé une petite salade de quinoa avec du tofu aux herbes. Hier, c'était le petit plus pour faire le plein de potassium avec notre muffin. En haut à droite, là? Oui, en haut à droite, muffin, banane, chocolat noir. Et puis aujourd'hui, notre salade de poulet. Ça, c'est ce que vous mangez pendant la course, vous? Alors, 1 heure avant la course, pourquoi 1 heure avant. Mais après, je ne vais pas courir. C'est tout le C'est problème. C'est ça le problème. Voilà, non, mais le coup de la banane, ça c'est connu des sportifs. Oui. Hein. Ah bah oui, là on va. l'écrase, il y a 3 bananes écrasées et qui rentrent dans la préparation du muffin. Avec du chocolat noir. Si on le mange avec avec les haricots et le poulet, c'est une bonne journée. Non, alors, interdit de manger les trois ensemble. Ah bah, ça va de soi. Il faut faire 42 km entre les deux. Oui, il faut faire juste 42 km. Le marathon de Paris. Okay. Merci beaucoup. Je vous en prie. On va s'intéresser maintenant à un site qui a été mis en ligne récemment. Ça fait beaucoup parler sur Internet et Julia Dubois vous rappelle de quoi il s'agit. Attention, c'est très officiel. Hein, c'est .gouv. .gouv, vous savez ce que ça veut dire. Exactement, .gouv. Donc mis en ligne par le gouvernement, effectivement, c'est un site qui fait beaucoup parler de lui parce que figurez-vous que c'est une première. C'est la première fois qu'on rend public, qu'on met en ligne les résultats des contrôles sanitaires qui sont réalisés sur toute la chaîne d'alimentation en France. Donc c'est assez étonnant puisque ces contrôles d'hygiène, on sait qu'ils existent. Mais aujourd'hui, si vous avez une question sur un établissement, quel qu'il soit, qui est sur cette chaîne, eh bien, vous pouvez le consulter sur ce site. Alors, ces établissements, du coup, William, on va se demander ce que c'est et ce qu'ils représentent. C'est très simple. Ça peut être autant des rayons boucherie de votre supermarché que tous les restaurants qui vous entourent, mais aussi la restauration collective, les rayons de n'importe quel magasin, même les abattoirs, même les endroits où on va procéder à de la mise en boîte ou des choses comme ça. Tout est sur ce site. Vous n'avez plus qu'à chercher sur cette carte de France ou à taper le nom de l'établissement et vous avez les résultats. Alors c'est un site qui va se décliner du coup en appli sur différents supports et du coup vous pouvez vous renseigner à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit et vous avez, c'est très simple, hein, il suffit de taper un nom et regardez, vous avez des petits smileys qui vont tout de suite être très et en principe, visuels, ils devraient tous avoir ça, les établissements en question, avoir ce petit tous petit rectangle-là qui ont passé le test, le contrôle, sont référencés sur ce site maintenant. C'est officiel. Ouais. Mais eux, ils ne l'ont pas forcément dans l'établissement. Pas forcément. Il faut qu'ils passent le test. Surtout si c'est marqué pas satisfaisant. En tout cas, c'est écrit. C'est-à-dire que le site du restaurant, par exemple, va évidemment pas en parler. Mais en tout cas, même si c'est très mauvais, il sera cité sur ce site. Et voilà. Voilà. Merci beaucoup. Et que le vent t'emmène, que le temps t'apprenne. Voilà. Comment il s'appelle, je sais pas. C'est une vraie signature vocale. C'est pour ça qu'on ne vous l'a pas mis au vous. Oui. Vous avez trouvé William. Christophe Paillet, bien sûr. Peut-être, oui. Ça me disait quelque chose. Et Christophe Paillet, 20 ans de carrière. 20 ans. C'est vraiment la force de la volonté. Ce jeune homme n'avait strictement rien à voir avec la musique au départ. Il est né à Carpentras, de parents boulanger-pâtissiers. Il devait prendre la suite de la boulangerie. Le petit Christophe Martichon, c'est son vrai nom, devait être boulanger-pâtissier comme ses parents. Et puis, à l'âge de 18 ans, il se dit que, avec son CAP en poche, c'est pas vraiment ça qu'il a envie de faire. Il chante divinement bien. Dans toutes les fêtes de fin d'école, on s'aperçoit que ce gamin, il a vraiment quelque chose de très particulier. Il commence à composer, il fait tous les bars du Sud, vraiment, mais tous les pianos-bars, et on le remarque. Et puis, au bout de 10 ans, il va pour arrêter en se disant « je n'y arriverai jamais, c'est pas mon truc ». Et là, il y a une bonne fée qui s'appelle Dovatia, qui passe par là, qui est en train de monter le roi Soleil. Il cherche le rôle du frère du roi, de Monsieur Frère, et il voit ce gamin qui chante divinement bien, il lui dit « viens donc passer les auditions à Paris ». La suite, vous la connaissez, 5 albums. C'est vraiment l'un des artistes qui vend le plus de disques actuellement en France. Et ces concerts, là, ce n'est pas juste une formule, c'est plein à craquer. Nous étions au Zénith de Lille la semaine dernière, c'était mardi dernier. Il n'y avait pas un strapontin de libre. Le spectacle est somptueux. Et surtout, ce qui est formidable, c'est qu'il n'a rien, il ne semble ne rien avoir perdu du plaisir qu'il a à être sur scène. On y va, regardez. Messieurs, dames, bonsoir. 10 ans de scène, 10 ans de succès. Comment vit-on un tel anniversaire? C'est magnifique parce que je vis cet anniversaire tous les soirs avec des milliers de personnes.
Comme c'est bon de vous retrouver, de vous voir. 10 ans de musique, 10 ans de fidélité, un public toujours au rendez-vous. Je ne me gêne pas de leur dire d'ailleurs. Mais c'est pas pour autant qu'il faut qu'on s'attache, et qu'on s'empoisonne avec une flèche qui nous illusionne fort pas. Ambiance et décor western pour ce concert. Pourquoi ce look à la Clint Eastwood? C'est un rêve de gosse. J'avais fait les photos de l'album il y a 1 an et demi. J'avais déjà le chapeau, le pancho, j'étais dans ce délire-là. Je savais que j'allais demander à tous mes icos d'être stylés comme ça. L'Attrape-Rêve, le titre de cet album, je crois que c'est votre fils qui vous l'a soufflé. Ouais, c'est ça. Ouais. Mon fiston qui a 9 ans, là, il rentre de l'école avec un dessin. Il avait dessiné là, un Attrape-Rêve. Et il me dit, j'aimerais que tu m'achètes un Attrape-Rêve, un vrai, parce que ça capture tous les cauchemars et ça réalise des bons. Tu n'oublies pas, oui, pense aussi. Et me vient une phrase, comme l'on vit, on rêve, et comme l'on rêve, on devient. Il est où le bonheur, il est où? Il est où? Il est où le bonheur, il est où? Il est où le bonheur? C'est vrai que sur le moment, j'écris ça spontanément, le refrain. Et après, je savais que je voulais raconter ma vie en 3 minutes. Vous l'avez trouvé? Pour moi, c'est pas une question de le trouver forcément, en fait. C'est juste le chemin. Vous savez que c'est une phrase bouddhiste, ça. Et qu'importe le bonheur, c'est le chemin qui compte. Ben non, vous me l'apprenez. Mais pour moi, c'est ça. La quête, c'est ça. C'est d'y aller tranquillement, quoi. Eh bien voilà, mec, avant je prenais mon temps. Ce soir, c'est lui qui m'a pris. On dit que la vie nous apprend. Moi, qu'est-ce qu'elle m'a appris? Vous me disiez tout à l'heure, avant que cette interview commence, je me lève en pensant chanson, je me couche en pensant chanson. C'est votre oxygène, c'est votre moteur, c'est ça? Ouais, jusqu'à présent, c'est ça. J'ai pas 50 000 trucs à faire, finalement. J'essaie juste d'être un bon papa dans ma vie, un bon mari, et essayer de faire de belles chansons, à mon sens. C'est ma terre où je m'assois. Ma rivière, l'eau que je bois, on n'y touche pas. Lorsque Christophe Maé, le chanteur que vous êtes aujourd'hui à 41 ans, se souvient de l'apprenti pâtissier, Christophe Martichon, c'est votre vrai nom, qu'est-ce qu'il a envie de lui dire à ce gamin aujourd'hui? T'as bien fait de quitter la pâtisserie. C'est ma terre où je m'assois. C'est amusant parce que sur certaines chansons, il y a l'accent qui réapparaît mine de rien, comme ça, de temps en temps. L'accent est extrêmement présent, il revient souvent. C'est vrai qu'il a bien fait de quitter la pâtisserie. Alors peut-être que la pâtisserie a perdu un gros nom, mais alors la chanson française a gagné un artiste. Il est ce soir à Périgueux, je pense que c'est complet. Dépêchez-vous, vraiment, allez le voir sur scène, c'est un vrai grand moment à voir en famille. Vous pouvez y aller avec vos enfants, c'est vraiment un petit film que vous allez voir sous vos yeux pendant 2 heures. Si vous habitez Pau en disant pourquoi il vient jamais chez nous, eh bien si, il va venir le lendemain, figurez-vous, le 9. Le 9 avril. Merci beaucoup. Nous allons commencer cette demi-heure avec Marcel. Lequel? Mais le grand Marcel, il n'y en a qu'un au monde, Marcel Pagnol. Vous avez vu quand je parle des films, la trilogie, vous connaissez ça. Il faut savoir que plus de 30 ans après sa disparition, est-ce qu'il y a un pays d'après vous où on voit plus ces films que dans d'autres? A priori comme ça. Non? En Europe? Perdu. La France, vous êtes sceptique. Non, c'est les États-Unis, dites donc. Ah bon? Ils adorent ça. D'ailleurs, ils ont fait des remakes à l'époque. Et cette occasion-là, on en a profité avec Mme Joblou pour aller voir nos camarades de jeu, notre cousine Lina. Et qu'est-ce qu'on a trouvé à Lina? Des perles, j'espère. Oh oui, alors ça, je peux vous dire que oui, des jolies petites confidences, comme d'habitude, de Marcel Pagnol lui-même. Alors, pour vous expliquer un petit peu, c'est vrai que Marcel Pagnol a été quand même le cinéaste le plus connu de France, premier représentant à être rentré à l'Académie française. Ses chefs-d'œuvre de 1930, donc, comme vous disiez, la trilogie marseillaise, la plus connue, donc, étaient des incontournables pour les cinéphiles. Et c'est vrai qu'avec le temps, eh bien, c'est un peu tombé dans les oubliettes. On peut dire ça. Et là, donc, il y aurait quand même un petit regain de popularité aux États-Unis. Alors, pourquoi les Américains? Eh bien, parce que pour les Américains, Marcel Pagnol, c'est la Provence, c'est le soleil, c'est les valeurs familiales, donc ils sont extrêmement nostalgiques. Et donc, ça fait du bien de voir et de revoir du Marcel Pagnol. Les dialogues sont drôles, sont sentimentaux. Marcel Pagnol était un dialoguiste absolument brillant et c'est vrai qu'il servait extrêmement bien ses personnages. Et donc, vous allez voir... C'est extrêmement exotique.
Pour un gars de l'Arkansas, pour un gars qui boit du pastis et qui parle comme ça, qu'est-ce qu'il y a de plus exotique? C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Et grâce au petit-fils de Marcel Pagnol, qui est donc oui. Nicolas, on Nicolas. a réussi à avoir des petits extraits de Marius. En plus, bien sûr, des confidences de Marcel. Allez, regardez. J'ai exactement le même âge que le cinéma. Je suis né le 28 février 95. Et il y a quelques années, hélas, j'allais avoir 40 ans. Et Louis Lumière, que je connaissais bien et qui habitait Bandol, me télégraphie « Venez fêter 40e anniversaire ». Je me suis dit, quand même, comme il est gentil de m'inviter pour mon anniversaire, comme ça, c'est merveilleux. Tu mets un tiers de curaçao. Fais attention, hein. Un tout petit tiers. Un tiers de citron. Tu vois? Moi, j'ai été amené au cinéma par la Paramount. C'est Corda qui est venu d'Hollywood pour tourner Marius. D'ailleurs, Rému était furieux. Il disait, ils ont fait venir un tartare d'Olivoy pour nous apprendre à parler marseillais. Un bon tiers de piquant. Tu vois? Et alors, un grand tiers d'eau. Voilà. Et ça fait 4 tiers. Hein. Et alors? Eh bien, dans un verre, il n'y a que 3 tiers. Mais imbécile, ça dépend de la grosseur des tiers. C'est dans Marius qu'il a été le plus grand acteur. Oui. C'était un rôle vraiment à sa mesure, et puis dans son tempérament. Je le connaissais, et j'avais écrit pour lui. Mais je n'avais pas écrit pour lui le rôle qu'il a joué. J'avais écrit pour lui le rôle de Panis, le vieil amoureux. Et lorsqu'il a lu la pièce, il m'a dit « Moi, je veux jouer César. » Et pourquoi? Il m'a dit « Parce que je veux que le bar m'appartienne. Ce n'est pas M. Rému qui va chez M. Charpin, c'est M. Charpin qui doit venir chez M. Rému. » Tu me fends le cœur, hein? Oh non, César. Pas de César, tu me fends le cœur. Tu me fends le cœur. Tu me fends le cœur. Oh! Et alors? Ah, alors, ne jouons plus, non? Qu'est-ce qu'on fait? À moi, il me fend le cœur. À toi, il te fait rien. À toi, il te fait rien, alors. Oh. On l'a tourné en suédois. On l'a tourné en anglais à l'Amérique. On ne l'a pas fait à l'espagnol. On l'a doublé à l'espagnol. Et alors, Rému a été extraordinairement surpris de se voir parler espagnol. Avant, il n'y avait que des films avec quelques bruits de cuillère, des bruits de journal, ils appelaient d'ailleurs ça des films sonores. Et Marius a été, comme il disait à cette époque, 100% parlant. Merci, Monsieur Pagnol. Merci d'être venu aujourd'hui. Et puis surtout, merci d'avoir écrit Marius. Vous vous rendez compte? 2 idoles. Pierre Tchernia et Marcel Pagnol. Vous avez vu le visage de cet homme, Marcel Pagnol? Une tête d'empereur romain. Il y en a un autre qui avait une tête d'empereur romain. C'est pas n'importe qui, c'est Lucchino Visconti. Pareil. 2 têtes comme ça de statue romaine. Bon, c'est bien ça. On peut le retrouver facilement, tout ça, là. Mais vous savez qu'il y a les 3 DVD qui sortent en version, comment dire, remasterisée, restaurée, en fait. Donc de la trilogie marseillaise que vous pouvez voir là. Donc j'espère qu'on vous aura donné, en tout cas, envie de voir ou de revoir ces 3 films. De toute façon, il faut que ça rentre dans une DVT tech. Oui. Indispensable. Si ce n'est pour vous, pour vos enfants. Merci, Marie. Alors, il y a une coïncidence, effectivement, dans les titres choisis par l'un et l'autre. Philippe Labro a décidé d'appeler ce livre-là « Ma mère ». C'est sobre et c'est clair. Et l'autre, il s'appelle Vincent Cuvelier. Il dit « Je vais appeler ça comment ? Mon fils ». Comme ça aussi, vous savez de quoi il s'agit. Et la maman de Philippe Labro est une personne assez, comment dirais-je, on ne pouvait pas imaginer qu'elle soit comme ça. D'ailleurs, on n'imaginait rien. Mais là, quand même, elle est mystérieuse, hein. Et même son fils ne l'imaginait pas d'ailleurs. C'est ça qui est beau parce Il a enquêté. ce livre, voilà, c'est un récit qui pose des questions finalement très simples. Qui est ma mère? Qui était-elle? D'où venait-elle? Or, on aurait pu imaginer que Philippe Labro en connaissait les réponses. Mais non, parce que sa mère, on va le découvrir, était une personne qui était très lumineuse, très généreuse, mais qui était une taiseuse. Et quand son fils... Philippe Labro, qui est vraiment journaliste jusqu'au bout de son crayon, qui se sépare jamais de son petit cahier Moleskine, quand il sort son petit carnet,
pour essayer de faire parler sa mère à la fin de sa vie, elle lui dit « Mais non, il n'y a pas d'histoire, tout ça c'est loin, c'est rien ». Or, effectivement, il y a une histoire. Il y a une histoire qui va découvrir finalement, après la mort de sa mère, vous savez, il faut ranger l'appartement, il faut vider, donc il y a toutes les petites choses qui font une vie. Et son frère, ils sont 4 garçons, Labro, lui dit ça c'est pour toi parce que c'est toi qui vas écrire sur notre mère. Et ce qui est très beau dans ce livre, c'est que Philippe Labro, qui a quand même 4 fois 20 ans, comme il dit, 80 ans, qui a écrit beaucoup, qui a rencontré le président Kennedy, qui est un homme qui est quand même assuré, eh bien là, il flanche. Il a beaucoup de mal à écrire ce livre, et ça se voit dans l'écriture. Je trouve que c'est très beau, la manière presque hésitante des premières pages. Hésitante, pourquoi? Parce qu'il découvre des choses qui le dérangent, ou alors parce qu'il est naturellement pudique et ils se disent non, je ne vais pas dire ça, je vais révéler des choses qui vont gêner tout le monde. Je pense que c'est un peu tout ça, parce que ça le touche vraiment de manière intime, parce que ça touche à ses origines. Et il va même faire une dépression, refaire une dépression pendant l'écriture de ce livre, une rechute de mélancolie, c'est la manière dont les médecins appellent cette dépression, parce que oui, ça touche à ses origines. À d'où il vient. Et d'où il vient, c'est tout à fait étonnant. Parce qu'on va découvrir que cette femme, Netka, elle est la fille d'un comte polonais qui était un magnat, qui était un homme extrêmement riche, qui possédait une grande partie de la Biélorussie, et d'une femme qui était institutrice, dont la mère était fille de ferme en France. Évidemment, le comte était marié, donc c'est un enfant adultérin, comme on disait, une bâtarde, comme on disait affreusement. Je crois qu'il n'y a pas de plus vilain mot dans la langue française. Mais, alors après, comment ils se sont rencontrés, on ne sait pas. En revanche, ce qu'on peut imaginer, c'est que ce n'était pas une liaison comme ça d'un soir ou d'une semaine, puisque cette femme a eu 2 enfants. La mère de Philippe Labro, mais aussi un garçon. Après, ce qui est stupéfiant aussi, c'est que cette femme va abandonner ses 2 enfants. Elle va les abandonner une première fois à une de ses amies à Genève. Et donc Henri et Henriette vont passer 9 ans chez cette dame. Et au bout de 9 ans, la mère, la vraie mère génitrice, va venir les chercher et les abandonner de nouveau chez une autre femme, là à Versailles, où ses enfants vont grandir. Et un jour, il y a une scène dingue, la mère appelle, et elle dit voilà, j'ai plus d'argent, donc il faut trouver une autre solution, il faut les mettre ailleurs. Et là, cette dame qui les a recueillis, elle est bouleversée par ses enfants qui en plus sont intelligents, sont bien élevés, sont charmants, et elle va les garder comme les siens. C'est un livre vraiment où on va de surprise en surprise. Et cette femme qui a eu une enfance vraiment chaotique, eh bien, elle va devenir une mère extraordinaire et elle va même devenir une juste pendant la guerre. Ah oui. Avec son mari, ils vont cacher des femmes, des hommes et des enfants juifs. Et quand on va lui demander pourquoi, elle va avoir cette phrase extraordinaire. Elle va dire « Oh, vous savez, ce n'était pas très difficile de faire ce qu'on a fait. C'était normal, on les aimait. » C'est un portrait déchirant d'une femme assez exceptionnelle et puis en filigrane d'un fils. Et on se dit que Philippe Labro est un petit garçon éternel. Et puis, en même temps, le pouvoir de la littérature, le seul peut-être, c'est de faire que cette femme, Netka, eh bien, elle devient éternelle grâce à Ma mère saint inconnue de Philippe Labro, publié chez Gallimard, livre déchirant. Et on sent qu'il ne savait pas tout ça. Ah non, il ne savait pas. Il savait des bribes qu'elle avait lâchées comme ça parfois, mais il ne savait pas ce qu'il a découvert. C'est ça qui est beau. Mon fils, oui, le fils, alors. Vincent Cuvelier. Vincent Cuvelier, c'est une star de la littérature jeunesse. Et je ne comprends pas que ces gars-là qui écrivent des livres qui enchantent nos enfants, on ne connaisse pas leur nom. Je vous le répète, Vincent Cuvelier, ça fait 30 ans qu'il écrit. Et là, c'est un livre tout bête. Il raconte juste son fils. Il raconte la naissance. Il raconte dans le couloir de la maternité la première fois où il lui a dit « Je suis ton papa ». Et là, il dit, le bébé qui a donc 1 heure ou une demi-heure, a pris cet air, je dors, je m'en fous, le même qu'il aurait lorsque plus tard son père lui dirait, range ta chambre. Il raconte ce que c'est quand on est un papa de marcher avec son petit garçon dans la rue, juste de lui tenir la main. Et il dit, il n'y a rien de mieux au monde que ce maman-là. Ce que c'est que de raconter une histoire ou de jouer avec son enfant et de ses mamans quotidiens. Il en sort le merveilleux. C'est un livre qui donne envie de croire au merveilleux. C'est chez Gallimard Jeunesse et vous avez des illustrations sublimes de Delphine Perret dont je vous ai parlé hier. Coïncidence. Ça donne envie de faire des petits garçons alors. Ah oui. Très bien.
Bon, On vous laisse. On y va. On fait comment déjà? C'est à deux, hein, plutôt. Hein, c'est mieux. Il n'y a plus qu'à trouver. Très bien, merci beaucoup. Très bien, vous avez trouvé, non, qui est Amélia, la fille de qui? Alors, c'est la petite fille du prince Édouard. La petite fille du prince fils Édouard. de la reine. C'est ça. Et donc, c'est la cousine. Elle est 36e dans l'ordre de succession au trône britannique. C'est pas prévu, hein, parce que Voilà. après la photo dans la baignoire, non. Vous avez autre chose à nous montrer? C'est bien la cousine Germaine. Oui. C'est la cousine Germaine, quoique les fils sont la plus cousine, âgés oui. qu'elle. Oui, parce qu'elle a 21 ans. Autre chose? Oui, je voulais, dans la série, ça se passe ailleurs et ça se passe sur le web, William, je voulais vous emmener en Chine. Pourquoi? Parce que là-bas, les animaux domestiques font un énorme ravage sur les réseaux sociaux et sur le web, à tel point que le gouvernement chinois a instauré la politique du chien unique. C'est assez étonnant. C'est-à-dire que le chien est devenu en Chine un signe extérieur de richesse. Mais pourquoi on les habille comme ça en Chine? Et bien voilà, à tel point que ça représente un chiffre d'affaires de 15 milliards d'euros. Alors vous l'avez vu, hein, chacun y va de sa petite photo, ses petites tenues, ses froufrous, ses teintures. C'est vraiment devenu un phénomène qui envahit les réseaux sociaux chinois, à tel point que je vous dis que le gouvernement a imposé que chacun se limite à un chien par famille. Donc la politique du chien unique, c'est très sérieux. Et sur Internet, c'est énorme. D'accord. C'est dans l'IB qu'on a trouvé cet cet article. C'est un chien unique, article. le malheureux, oui, je comprends. C'est un chat chinois. Un chien chinois. Ah oui, non, ils ont... Merci beaucoup. Pas de Ils ont commentaires. beaucoup de On vous les juge. Merci beaucoup. Il est bien le chat chinois. Il ne faut pas confondre avec le chat chinois. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi, ça plane. Pourquoi ça plane pour lui? Non, mais il y a un jeu de mots. Parce qu'avant, justement, il planait. Oui, il planait puisqu'il il a été steward pendant 17 ans. Nous parlons, William, d'un phénomène. Il s'appelle Jean-Phi Janssen. Voici l'affiche de son spectacle. Il est jusqu'à fin avril au Grand Point Virgule à Paris. Donc c'était au pied de la Tour Montparnasse. Et puis, je peux déjà vous annoncer, William, parce que je crois qu'il n'y a plus beaucoup de place, qu'à partir de septembre, il sera dans un grand théâtre parisien. Retenez ce nom, il va exploser. Ça devait être terrible de voyager à bord de. Non, il paraît que c'était très drôle. Bah oui. Il paraît qu'il faisait rire tout le monde, les passagers, ses potes stewards et hôtesses. C'était comme chez Almodovar, vous à mon avis, oui. ce film. Ouais. À mon avis, oui. En fait, il vient du Nord, vous allez le remarquer très vite, parce qu'il garde son accent, d'un petit village donc français, mais vraiment à la frontière avec la Belgique. Et ce garçon, vous savez, William, il y a des évidences. C'est-à-dire que ce garçon, il est d'un naturel confondant, il est sympathique. En plus, là, évidemment, son spectacle est écrit, mais quand vous l'entendez à la radio chez Ruquier, il a une spontanéité, une répartie. S'il travaille bien, s'il continue à évoluer, il va être un des grands humoristes des mois à venir. Il y a deux façons de se faire remarquer. Soit vous avez des textes qui sont parfaitement bien écrits, originaux, et puis il faut savoir les interpréter. Il y a les deux. Et c'est lui qui écrit ces textes? Oui, Ah oui. C'est lui qui écrit ces textes. Alors là, il s'appuyait sur son vécu. Il vous raconte son enfance et surtout son métier de steward. Et je vous assure, alors là, il parle un tout petit peu vite. Je pense que il est encore un peu jeune. C'est ce qui fait son charme. Mais ce qui fait son charme. À toute allure, oui. Mais il est éminemment sympathique. Et vous allez voir, il va exploser ce garçon. Il a tout pété. Mais moi, je trouve qu'il a une force comique incroyable. Ah, nous l'avons rencontré, il s'appelle Jean-Phi Janssen. J'ai toujours rêvé d'être pilote, moi. Mais j'étais tellement conne, je suis une hôtesse de l'air. J'ai toujours rêvé de dire « À vous la tour, ici l'avion, à vous la tour, ici l'avion !» Je dis « Poulet, poisson, poulet, poisson !» Bonjour Jean-Phi. Bonjour Damien. Quand on vous voit sur scène, on se dit mais comment ce garçon a pu passer 16 ans dans des avions? 17 ans. Ouais. 17 ans, parce que vous êtes fait pour la scène, c'est incroyable, vous avez une aisance. Oui, mais l'avion, en fait, c'est déjà du théâtre. Hein. Il y a un uniforme, on représente une compagnie, donc on joue un rôle. Il y a des rideaux, comme c'est au théâtre. On est derrière le rideau, on passe de l'autre côté. T'as les vieilles hôtesses, les Madame Olson, comme les appelle. Ce sont nos dinosaures à nous. Elles sont en voie d'extinction. Elles attendent la retraite, mais comme on n'arrête pas de la repousser, elles sont encore là. Et elle, le chariot, il sert de déambulateur. J'ai pas peur de faire tomber les tabous, ou j'ai pas de barrière. Donc j'y vais. Ce qui me permet d'avoir de la dérision vis-à-vis des autres, puisque j'en ai beaucoup vis-à-vis de moi-même et de ma famille. Alors ils ont eu de la chance, mes parents, figure-toi, parce qu'ils ont eu 4 beaux enfants, hein, un échantillon quand même. Et sur les 4, ils en ont eu deux homosexuels. Ça fait un gros ratio comme dans la même famille. Il y a moi puis il y a ma sœur. En fait, il y a eu une inversion, si tu veux.
Elle, c'est moi et moi, c'est elle. Pour info, aujourd'hui, elle est chauffeur routier, moi, je suis hôtesse de l'air. Hein, On va les embrasser, ses parents, notamment cette maman, qui doit être une vedette dans le Nord depuis que son grand fiston est en train de conquérir Paris. Ah, c'est une vedette internationale, même pas que dans le Nord. C'est vrai que c'est un personnage que je décris, qui est la muse de mon spectacle, qui est le fil conducteur, et ce qui donne envie aux gens de s'imaginer ma mère et de vouloir la connaître. Parce que j'en ai une tellement image sympathique et drôle. Alors, ma mère a une théorie, écoute-moi bien. Elle part du principe que si tu parles fort en français à un étranger, il te comprend. Voilà, ouais. Vous savez que Louis de Funès avait toujours dit qu'il avait tout emprunté à sa maman. C'est-à-dire que vraiment, les mimiques de Funès, c'était celles de sa propre mère. Donc on peut peut-être dire qu'après De Funès, il y a Jean-Phi, qui a un peu pris à maman. C'est un beau comparatif, c'est un beau compliment, mais j'ai besoin d'un sketch, je monte dans le Nord, je la regarde une journée, en fait. Et là, j'ai mon sketch. Forcément, elle va m'en sortir une. C'est ma mère. Je t'emmène en vol avec moi. Oh, genre, ouais, gamin. Où c'est qu'on va, À Clermont-Ferrand? Non, mais non. Plus loin, maman, plus loin. Puis je t'emmène à Buenos Aires. Ah, j'y vais tout, c'est loin, hein. Ah, c'est beau aussi, hein. Parce qu'elle m'a dit, monsieur, c'est là qu'il y a le tango puis la viande, oui. Oui, parce que ma mère, si elle est grosse, c'est pas parce qu'elle est malade, hein, c'est parce qu'elle bouffe. Hein. On peut dire que vous vivez un conte de fées, Jean-Philippe. Ouais, c'est ça. C'est une belle histoire. C'est comme ça que je le décris, c'est une belle histoire. C'est le début d'une belle histoire. Ouais, c'est le début d'une belle histoire. Ça me fait monter l'émotion, mais pour moi, ça me fait plaisir de rendre les gens heureux si j'arrive à les faire rire un peu. C'est vrai, la vie, elle est dure quand même. Hein, c'est vrai. Alors, un petit peu de sourire, je sais pas moi. Donc, je leur donne tout aux gens, ouais. J'ai pas peur de me mettre à nu, c'est vrai. Merci, bravo. Merci à vous. Merci Damien. Le soir venu, nous voilà partis au restaurant. Elle allait enfin l'avoir, son morceau de viande. Avec la petite hôtesse anorexique à côté qui a pris une petite côtelette avec une petite purée qui fait... J'en peux plus, je cale. Qu'est-ce qu'elle a fait, ma mère? Elle a pris une assiette, a fait. On va pas laisser perdre. Quel âge a-t-il, ce jeune homme? 43 ans, je crois. Alors, donc, il découvre le spectacle tout d'un coup. Oui, ça fait. Là, il avait commencé, je crois, dans le OFF, donc le festival OFF d'Avignon en 2015. Ouais. Et là, on est en 2017. Donc, ça a été très vite. Là, c'est bourré à craquer. Et les rires, vous avez vu, William, vraiment des vagues de rires. Il faut lui envoyer Danny Boone parce que ça va lui rappeler. Alors, je crois qu'ils se sont croisés en radio. C'est le même accent. Oui, mais en même temps, vous avez remarqué quand même que la place est très occupée. Les one-man show, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, oui. Lui, franchement, il se démarque. Il est généreux, il est heureux de faire ce métier. Il fait rire, donc c'est formidable. Merci beaucoup.